J'ai pas de montre, j'ai pas de cœur, je ne sais pas si on a le temps de quelques questions, peut-être plus précises. De toute façon, c'est un peu à nous de décider. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider du temps qu'on prend. Ah non, c'est volontiers, c'est l'audience qui décide. Il y a des questions. Je suis à votre disposition. Merci. Bonsoir. Alors moi j'avais une petite question, c'était de savoir à peu près quelle taille faisait Lucie. Ah, alors il faudra parler un peu plus fort parce que moi je me Quelle est la taille de Lucie? À la taille de Lucie, ben alors attendez, si je reviens au diaporama, il y avait la taille, elle est là. Aussi, vous voyez la taille d'une petite fille de 11-12 ans. Elle est ici, là, sur cette photographie. C'est 1m20, 1m30. Oui, 1m20, quelque chose comme ça. Là, je vous le reporte pour tous les détails concernant. Vous avez sans doute écouté M. Copin s'il parle souvent à la télévision, ou entendu des conférences, ou ses livres, etc. Donc, il a su faire revivre. Il est vrai, voilà, avec beaucoup d'habileté. C'est un conteur remarquable, assez extraordinaire. Donc, il vit avec ça. C'est quelqu'un qui a eu de la vocation, M. Copin. Depuis tout jeune, il rêve aux ancêtres. Bon, il raconte dans ses livres en Bretagne, avec les dolmens et les menhirs de Bretagne. Contrairement à moi je n'avais pas de vocation. J'ai été portée par je sais pas, bon, peut-être que j'ai vécu des aventures extraordinaires, d'une grande richesse. J'ai traversé, pour moi tout était naturel, y compris les difficultés. Là, comme j'ai écrit le livre Les jeunes femmes de la télévision, j'étais admirative. Oh là là, c'était. Non, pour moi, ça m'a toujours semblé naturel, mais je crois que j'étais très, très contente. C'est une période très, très heureuse. J'ai fait des tas d'autres choses après dans ma vie, mais j'ai écrit ce livre très tard sur des souvenirs qui m'étaient restés, en particulier les anecdotes. Les anecdotes qui vous font, j'espère, un peu comprendre, et puis qui sont faites aussi un peu pour les jeunes, pour les motiver dans la façon de rêver, parce que pour moi, je pense qu'on découvre des choses nouvelles scientifiquement si on les fait avec plaisir, si on rêve, et non pas par contrainte, et non pas par des estimations numérisées de nombre de citations index, etc. Excusez-moi, vous n'avez pas tellement parlé, en fait, quand on parlait de Coppens, quand Yves Coppens présente, comme vous dites si bien, cette découverte, etc., en gros, il nous montre les représentations de Lucie comme si elle existait d'une certaine façon, uniquement à partir de ces bouts de squelette, et il parle toujours beaucoup de son environnement. Et il parle de la bipédie, on parle de la forêt, on parle de la savane, et comment la savane en fait aurait forcé à se relever, et ensuite comment la bipédie a permis de faire grossir le cerveau, etc. etc. En fait, l'environnement, entre guillemets, c'est vous. C'est moi, et puis aussi ce qu'on en déduit de la part des animaux. Alors, c'est très difficile. Si j'étais franche avec vous, moi je vous dirais, je dirais qu'on ne connaît rien. Alors, bon, j'ai été la première à mettre en évidence un changement de l'environnement à 2,6 millions d'années. La première à le mettre en relation avec les glaciations qui se passent au pôle Nord. Ensuite, quand j'ai travaillé avec des océanographes, on s'est aperçu que cette glaciation, elle commençait à 2,9 millions, et puis il y avait une autre étape à 2,7 millions, et puis il y en avait une autre étape à 2,6 millions. Alors ce qui est clair, c'est que dans le mot, tous les animaux qui sont postérieurs à 2,6 millions indiquent un milieu de savane beaucoup plus sec que ceux qui existent à 3 millions d'années. Ça correspond à ce que j'avais dans les pollens. Mais
si vous voulez, ça télescope un demi-million d'années dans lesquelles on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Alors, ensuite, la bipédie. La bipédie, il y a deux controverses. Parce que quand on a commencé, on disait oui, l'homme descend les primates anciens ou l'australopithèque descend de l'arbre, se met à regarder dans la savane sur ses deux pattes. Voilà. Et alors, je me souviens même qu'il y avait dans les années 70 des cartoons, des dessins animés de Berkeley qui mettaient les chimpanzés, les australopithèques comme ça, et qui disaient qu'est-ce qu'on fait de nos mains. Alors, bon, le développement du cerveau, c'est encore autre chose. Donc, Donald Johnson a fait une conférence à Rome à laquelle j'ai assisté. Il a bien montré l'augmentation du volume du cerveau. Mais l'augmentation du volume du cerveau, elle marque une étape importante à 2 millions. Les australopithèques, comme Lucie, ils ont 500 cm3 de cerveau. Nous, on a 1500. Donc, actuellement, il y a des théories qui mettent cette augmentation avec l'alimentation carnée, la richesse en protéines. Bon, alors je crois que dans les anthropologues, moi je ne suis pas anthropologue, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. C'est pas, voilà. Donc il y a des hypothèses, et puis il y a d'autres. Comme au début, on n'a pas dit au début. Là, il faut reconnaître que c'était l'école autour de Eve Koppes qui avait déjà vu les insertions des muscles pour dire qu'elles se suspendaient. Et quand, plusieurs années après, les Américains ont trouvé beaucoup de mains, c'est devenu une évidence démontrée. Donc, alors les problèmes environnementaux, ben, vous savez, quand on les regarde, vous voyez quand on les regarde à l'échelle qu'on connaît actuellement, comment c'est difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu des changements climatiques. Voilà, il y en a toujours eu. Alors, la relation directe, vous êtes peut-être généticien, donc comment on fait la relation avec l'environnement et la relation avec l'apparition de caractères au hasard qui vont favoriser le développement de l'espèce? Bon, peut-être que c'était un trait de génie, c'était une simplification de dire, en tout cas, c'est pas vrai, on peut pas dire qu'il s'est mis à faire sec à l'est plus qu'ailleurs, parce que ces épisodes, il y a toujours eu une mosaïque de paysages secs et de forêts en Afrique orientale depuis 3 millions d'années. Ça, c'est mon travail qui le montre. Après, les autres, où est-ce qu'ils habitaient? Ça, c'est du domaine des recherches futures. Hein. Il faut bien qu'il y ait des recherches à faire pour les jeunes. Hein. D'autres questions? Oui. On peut les faire passer le micro, Isabelle. Voilà. Il y a une jeune femme qui a trouvé, alors j'ai trouvé ça dans le journal du CNRS, qui travaille sur la génétique et qui aurait démontré que, comment c'était déjà, elle vient d'avoir un prix là, qu'il y aurait un gène très spécifique des différents entre nous et les... Alors, je me rappelle plus les australopithèques. Mais pourtant, elle a trouvé ça. Elle ne peut pas avoir trouvé de la génétique sur les australopithèques, alors je ne me souviens plus maintenant. Mais enfin, je crois que dans ce domaine-là, c'est vrai que les paléontologues confrontent actuellement leurs recherches sur les ossements fossiles, et c'est que des ossements, hein, avec les grands progrès qui sont faits dans la génétique. Et vous avez peut-être eu une conférence sur les hominidés bien plus récents, l'Homo sapiens et le Néandertal. La génétique a fait faire des progrès considérables. On sait maintenant qu'il y avait d'autres espèces que l'Homo sapiens et que le Néandertal. On en est peut-être à 5 différentes espèces. Donc, voilà, je crois que c'est sur ces espèces-là qu'elle a trouvé qu'il y avait un gène complètement différent par rapport à la nôtre. Je ne sais plus lequel. Bonsoir, je remercie M. Beaune d'avoir posé en partie ma question. Entre d'un côté l'Éthiopie avec Lucie, Yves Koppes et ses collaborateurs, et de l'autre
j'espère que je ne vais pas prononcer un nom tabou, le Tchad avec Toumaï et Michel Brunet. Est-ce qu'au final, se sont-ils mis d'accord sur l'acquisition de la Wikipédie? Et ensuite, comment devient-on spécialiste des pollens après avoir fait pendant des années des études de géologie, qui, à mon sens, est la principale science, les autres étant accessoires, comme mes voisins qui sont physiciens. Voilà. Alors, il y a deux Comment questions. passe-t-on des roches aux grains de pollen? Bon, alors il y a deux questions. La première, c'est vous avez dit la Wikipédie. Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste, mais ce que je peux vous dire, c'est que si on intègre toutes les recherches qui ont été faites autour du lac Turkana, il n'y a pas que celle-là en Éthiopie, hein. Il y a le lac Turkana, il y a l'Afrique du Sud. La Wikipédie apparaît plusieurs fois dans l'histoire. Okay. Donc, le Tchad, vous connaissez peut-être le problème, parce que, bon, voilà, la bipédie du Tchad, elle n'est pas déterminée sur l'existence d'un genou, elle est déterminée sur la position du tronc occipital par rapport à la tête. Et il y a un fémur qui a été trouvé au Kenya, qui est au Aurorine, qui a été aussi l'objet un peu de controverses. Bon, donc ce sont des éléments importants, ils sont importants par la datation ancienne, mais si vous voulez, quand je vous montre toute cette photo, tous ces documents qu'il y a sur l'Australopithèque afarensis, il n'y a pas de comparaison du point de vue de l'importance. Alors, moi, pourquoi on fait les pollens? Bon, je pense que, avant d'entrer au CNRS, donc professeur agrégé de géologie, j'ai enseigné 2 ans et j'ai pas eu envie de faire tout ça toute ma vie. J'aimais bien l'enseignement. Bon, il m'a été, à cette époque, on rentrait un peu au CNRS, c'était pas sur concours, je rentre, et là, Chavaillon me demande si je veux pas aller en Éthiopie. En fait, mon travail de thèse devait être sur la Roumanie. Ma première fois dans ma vie de trajectoire, école normale primaire, école normale supérieure, machin, j'avais la possibilité de décider. Et j'ai décidé l'aventure. Pourquoi? J'en sais rien, mais ça m'a plu. Et à partir de là, donc, je devais faire la géologie. En fait, Maurice Taïeb, il a voulu venir, donc il faisait la géologie. Donc, moi, il fallait que je trouve... Je pense que j'ai trouvé une voie qui m'a permis d'être, parce que j'ai été dans toutes les expéditions, de spécialiste, d'être dans un monde masculin, parce que le monde des fossiles, des australopithèques, etc., c'était les hommes qui les étudiaient, et même aux États-Unis où il y avait des femmes très bien éduquées, il n'y avait pas moyen d'avoir accès aux fossiles. Donc moi j'ai trouvé mon créneau, et puis j'ai aimé beaucoup ces expéditions, je pense. Voilà. Donc ensuite j'ai beaucoup aimé travailler avec des anthropologues et des archéologues, alors que dans les sciences dures, après je travaillais avec des physiciens, il y a un mépris dans le monde des sciences dures, mathématiques et physiques, pour tout ce qui est la nature. Alors que les archéologues et les anthropologues posent des questions. Et c'était très intéressant pour moi, ça a été une grande ouverture. Bon, j'ai aussi eu la chance de travailler avec des gens formidables. En fait, l'expérience avec une carrière scientifique, c'est quand même un grand hasard. Oui, alors voilà, on me dit... alors, le hasard ne favorise que ceux qui y sont préparés, paraît-il. Je sais pas. Je vais dire à M. Fleming. D'autres questions? Beaucoup de curiosité pour faire de la science, de la constance. Oui. Vous voterons, là, voilà. Bonsoir. Oui, je ne connais pas grand-chose de la palynologie, mais dans les conditions que vous travailliez à l'époque telles que vous les décrivez, est-ce que les pollens, vous les analysiez in situ, sur place, vous aviez les moyens de les analyser, ou est-ce qu'il fallait revenir au laboratoire pour les analyser? Ah non, il fallait revenir au laboratoire. Non, non, non. Sur le terrain, c'était juste prendre les échantillons, mais les prendre au bon endroit. C'est-à-dire comprendre pour qu'ils répondent. Bon, c'était en fonction des hominidés, évidemment, mais en fonction aussi du terrain, pour voir ce qui changeait, pour voir... voilà, donc c'était... sur le travail de terrain, c'était un travail... Alors, j'ai fait la géologie parce que moi, prélever les échantillons, après, j'avais vite fait. Donc, j'ai travaillé avec les géologues pour faire la cartographie, par exemple.
Mais non, après, là au laboratoire, j'avais monté une petite équipe, j'avais formé 3 techniciens parce que c'est un travail laborieux, c'est un travail minutieux. Voilà, il a fallu décrire les pollens modernes pour pouvoir comparer aux pollens fossiles. Aujourd'hui, la collection elle est en danger parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper. Voilà. Et j'avais une autre question. On dit toujours que les fouilles de l'homo, c'était des fouilles à ciel ouvert, hein, c'est tel que vous avez montré tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que soit les fossiles, soit les pollens ne se trouvent pas au bon endroit et glissés ou non, quand ils sont fossilisés, ils sont dans la couche. Ce sont des dépôts de l'homo, ce sont des dépôts du delta, de la rivière, très peu de lacs, un peu de rivière et beaucoup du delta. Donc les pollens sont dans l'atmosphère, ils tombent, ils sont recueillis dans la rivière, à la surface du lac, tout ça, et ils se fossilisent à ce moment-là. Et s'ils ne sont pas fossilisés, ils ne sont pas conservés. Et c'est comme les ossements, ils se fossilisent dans les mêmes couches. D'autres questions? C'était sur les hauts plateaux, hein, Lucie, elle habitait sur les hauts plateaux. Lucie, elle habitait sur les hauts plateaux. Comment? Lucie, elle habitait sur les hauts plateaux. Ah non, pour le moment, non. Les hauts plateaux, c'est l'archéologie, c'est-à-dire c'est 1,5 million, 1,6 million. Pour le moment, Lucie, il y en a, c'est surtout Hadar, donc Hadar, c'est 500 mètres. Ensuite, il y a le reste des traces des pas de Lucie, c'est en Tanzanie, là, aujourd'hui, c'est 1500 mètres. Mais on ne sait pas trop quelle était l'altitude avant. Et puis, il y a autour du lac Turkana, et peut-être autour un exemplaire au Tchad. Ce n'était pas les ancêtres des marathoniens. Alors. Non. Mais bon, un demi-million d'années, on a le temps de se déplacer. Hein. Et justement, par rapport aux environnements, moi j'ai mis en évidence alors un autre environnement qui dure 60 000 ans, qui est un événement que vous connaissez bien dans l'océan, et à 3,2 millions. Bon, à Hadar, malgré cet événement qui change beaucoup de choses dans la végétation, Lucie, elle est avant, elle est après. Donc, je n'avais déduit que c'était une espèce adaptable, ubiquiste, et la preuve, c'est que on va la trouver en Afrique, dans une grande partie de la corne de l'Afrique, dans plusieurs gisements, pas qu'un seul, quoi. Moi j'avais une question. Est-ce que dans les nombreux finalement fossiles que vous avez trouvés, est-ce que de temps en temps vous arriviez à percevoir la cause du décès? Ou c'était vraiment... Ah ben oui, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Par exemple, le problème c'est pas tellement la cause du décès, je crois pas, ça on peut pas le trouver. C'est la cause de l'enfouissement qui permet la fossilisation. C'est-à-dire que, vous savez, les ossements dans les pays chauds, bon, par exemple, un reste de gazelle au Sahara, ça reste pas longtemps. Donc, il faut que ça tombe dans un lac. Alors, si le lac est alcalin, c'est-à-dire il n'est pas acide, il est plutôt... Les ossements se conservent mieux. C'est ce qui s'est passé à Hadar, et c'est ce que je disais quand on est allé à Hadar la première fois. Je disais à mes 2 collègues, moi qui étais à Olduvai et qui était à Lomo, qui était à l'Est Turkana, à Hadar, il y avait les 3 conditions de fossilisation. C'est pour ça que les ossements ont été, autant d'animaux aussi, bien conservés. Alors, l'histoire de Lucie, il y a des gens qui ont écrit, elle est tombée d'un arbre, elle s'est cassé le bras, ou je sais pas quoi. Bon, il y a quelqu'un qui a fait le buzz, même un scientifique, comme ça n'a pas duré longtemps. Alors, il y a un autre mystère, c'est l'endroit où il y a 11 individus. Alors ça, c'est vraiment un peu un mystère, comment ces 11 individus, dont il nous reste tantôt un bras, tantôt une jambe, tantôt une mâchoire, etc. C'est pas des individus complets. Et il y a 12 âges. Alors
endroit-là, bon, c'est un peu un mystère. Est-ce qu'ils étaient en train de camper, de faire quelque chose dans un méandre de la rivière où il y a un semi-marécage ou au bord d'une plage? Et dans ces endroits-là, il peut y avoir la pluie est saisonnière. Donc il peut y avoir des grands épandages de boue qui peuvent arriver, qui les enfouissent tous ensemble. Mais il n'y a aucune explication qui est reçue d'unanimité au moment. Mais bon, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Ça s'appelle faire de la taphonomie, on dit dans le métier. Essayer de trouver pourquoi, voilà. Mais c'est l'objet de recherche. Vous savez, quand on fait de la recherche, quand on fait une histoire et qu'on raconte l'histoire et qu'on la voit revivre ou qu'on l'imagine, etc., c'est facile. Après, il faut prouver. C'est pas pareil. Une autre question? Non? Écoutez, oui, allez-y. Pardon. Oui, ben, je voulais dire que j'étais pas. Le livre a beaucoup plus d'anecdotes amusantes. Là, j'ai voulu peut-être. Vous m'aviez dit comment on a trouvé Lucie. Ben, je voulais un peu rajouter au fait que ça tombe pas du ciel, voilà. Qu'il faut du travail des scientifiques, qu'il faut des rencontres, qu'il faut un long chemin, et que je crois que c'est pareil pour toutes les découvertes. Mais bon, dans le livre, il y a des choses un peu plus amusantes, un peu plus vivantes, plus, je sais pas, comment dire, des Plus anecdotes. excitante. Hein? Une vie plus excitante quand même. Les expéditions en Éthiopie, c'est autre chose que de rester dans son laboratoire. Ah oui, oui, c'est sûr. Je veux dire que ça a été pour tous les gens qui ont participé une expérience qui a marqué toute notre carrière et qui a laissé aussi de grandes amitiés. On est restés très fidèles les uns aux autres. C'était une période assez extraordinaire. Alors, est-ce qu'elle est placée dans l'histoire à une période où la science ne se faisait pas tout à fait comme elle se fait maintenant, où la découverte de l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, on connaît la télévision, on a des grands moyens de connaissance, etc. Il y avait de l'inconnu, il y avait de la rencontre avec l'inconnu, il y avait cette immersion dans ces paysages un peu authentiques. Au fond, on rêvait, on se disait, oh là là, on regardait les étoiles, c'est fabuleux, le ciel, il n'y avait rien, il n'y avait pas de traces de civilisation, et je crois qu'on se revivait un peu, on s'imaginait un peu les australopithèques pas trop loin de nous, quoi. Vous avez insisté plusieurs fois sur le fait que vous n'étiez pas beaucoup de femmes dans l'expédition. Vous vous plaignez jamais dans le livre, mais quand on regarde entre les lignes, on sent que ça n'a pas dû être rigolo tous les jours. Non, c'était pas très rigolo tous les jours. Mais je crois que... Non, je me suis pas... Enfin, je pense qu'il y a eu quelques moments un peu difficiles. Oui, dans le cas américain, c'était pas toujours facile quand même, parce que... D'abord, il fallait faire ses preuves. Hein. C'est-à-dire que... J'avais à cœur de pas... Bon, il fallait avoir une bonne santé, je pense. Il fallait avoir... travailler dur aussi. Hein. Mais moi, je pense que ça m'a beaucoup plu. Malgré les difficultés, j'y suis revenue. Parce que j'ai fait 5 ans de ces expéditions-là, quand même. 5 ans, pendant 5 années. 2 avec les Français, 3 avec le groupe américain. J'y ai beaucoup appris. Voilà. Bon, peut-être que c'est comme ça. Il y a une jolie description du puritanisme américain aussi, qui est assez amusante. Je pense que c'est l'objet d'autre chose. Oui, il y a l'épisode de la douche, là, où j'étais interdite de douche, je ne savais pas pourquoi. Alors, on avait des douches j'aurais pu mettre une photo, bon, c'était un bout de tissu, comment ça s'appelle, un réservoir là, en plastique qui chauffait, c'était bien d'ailleurs, c'était chauffé au soleil. Et donc, il n'y avait que le chef de camp, parce qu'il fallait, c'était de l'eau qu'on allait chercher à la rivière, et c'était un gros travail d'aller chercher l'eau à la rivière. Donc, un jour, le jeune étudiant qui gérait le camp américain, parce que
il avait confié, le professeur avait confié, comme on fait aux États-Unis, il lui avait confié une lourde responsabilité à ce jeune homme. Et un jour, à table, devant tout le monde, il me dit tu prendras plus la douche. Et alors, tout le monde, moi, j'étais confondue, vraiment, je me demandais pourquoi, etc. Et puis, alors, il m'a fallu, personne ne me disait. Et je disais, mais bon, après, j'ai demandé. Et puis, 2 ou 3 jours après, il y a un des jeunes Américains, je dis après, j'ai eu un ami, et il me dit, mais tu sais pas, c'est parce que les soldats, on avait dans les campements, il y avait à côté de notre campement, un petit campement de malheureux soldats, ils étaient 5 ou 6, les pauvres, ils s'ennuyaient, ils étaient censés nous assurer notre sécurité. C'était l'empereur qui avait ordonné ça. Et ils s'étaient cachés derrière la colline, comme le tissu était ouvert, il y avait le visage et tout ça, ils s'étaient cachés derrière les buissons et ils m'avaient observé. Voilà. Alors je disais, au camp français, on aurait bien rigolé. Et au camp américain, le puritanisme et tout ça. Après, on a acheté notre bout de tissu, on a fait. Oui. Bonsoir. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez juste évoqué l'abandon des collections de pollen. Oui. Et je voulais savoir, c'était parce que manque de financement ou manque d'intérêt des nouvelles générations? Manque de quoi? Financement ou intérêt? Ou l'intérêt des nouvelles générations? Il y a un manque d'intérêt des nouvelles générations parce que c'est un travail trop difficile et trop fastidieux et aller travailler au microscope. Il y a un manque de financement parce que mon équipe, elle avait 3 techniciens et puis ils sont partis à la retraite et personne ne les a remplacés. Une malchance parce que j'avais 2 étudiants qui auraient pu continuer, dont un qui était professeur, mais il est décédé prématurément. Et puis, alors qu'on parle beaucoup d'environnement, eh bien, on développe des méthodes sophistiquées, voilà, qui sont beaucoup plus rapides des machines. Alors, on a essayé de faire des traitements d'images. Un jour, peut-être ça arrivera, parce que les astronomes traitent tellement d'images. Pourquoi on ne pourrait pas traiter mais c'est beaucoup plus difficile, parce que ce sont des formes symétriques. Alors, avec l'œil, finalement, le cerveau et l'œil, c'est encore meilleur qu'un ordinateur. Et donc, il faudrait des quantités d'images. Et surtout, alors, j'ai une ancienne élève qui commence à redévelopper, parce qu'on a essayé ça, qui va essayer ça à Montpellier, et un peu avec des ingénieurs de mon ancien laboratoire, mais pour les pollens tempérés, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup moins d'espèces. Et dans les pays tropicaux, il y a beaucoup d'espèces différentes. C'est la caractéristique des forêts tropicales, c'est d'avoir beaucoup d'espèces d'arbres différentes par rapport à nos forêts de bouleaux, de pins et de chênes, finalement. Donc, si on arrivait à mécaniser ce genre de choses et à automatiser, ça reviendrait. C'est pour ça que j'essaye de faire qu'au moins on ne perde pas cette collection. Les jeunes qui dirigent les labos maintenant s'intéressent à autre chose, quoi. Les modèles. On modélise à tour de bras. D'autres questions? Sinon, je vais vous remercier beaucoup. C'était vraiment passionnant de voir toute cette aventure. Moi j'aime bien l'aspect, à la fois, je dirais, très artisanal et très exotique, et l'aspect aussi très scientifique. Il y avait toujours des questions. Tous les gens, les copains, Jean-Jacques Hublin qui étaient venus, sont un peu la suite avec des méthodes, des apports, etc. différents de ça. Et on voit bien que Lucie, elle est quand même au carrefour de la branche qui va mener aux gens au et des autres branches qui probablement ont disparu actuellement. En tout cas, merci beaucoup, c'était très passionnant. Je vous remercie d'être là.
voulais remercier aussi l'équipe de la bibliothèque, avec Guénaël, Isabelle, Sylvie, Ludivine, qui était là aujourd'hui. Jonathan, qui est je ne confonds plus son prénom maintenant. Jonathan, qui est à la régie, et Guénaël qui dirige cette équipe et qui permet qu'on puisse faire ces conférences. Donc, merci infiniment, merci à tous. Et puis, on fera, vous savez qu'il y en a encore un programme cette année. La prochaine, donc, c'est le 17 mai, avec Marc Van Gaaf, qui est professeur de chimie des systèmes biologiques au Collège de France, qui est un chimiste de formation. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a fait de la chimie, du rugby à 13, de l'économie, parce qu'il s'ennuyait pendant sa thèse. Alors, il a fait un BE d'économie pour s'amuser un peu. Et qui va nous parler de la transition énergétique. Peut-être des réponses polémiques, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc, merci infiniment. Et puis après, les conférences jusqu'à la fin de l'année sont prévues. Il y aura astrophysique et science-fiction au moment de la semaine de la science. Le cerveau avec Albert Moukébert qui a fait une conférence qui était en vidéo. Et puis Pascal Horry qui est historien qui nous dira qu'est-ce que c'est que la notion de nation. Un sujet post-électoral qui ne sera pas inintéressant à aborder. Voilà. Merci infiniment et puis